Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation qui est focalisée sur la section 5.3, le comportement face au changement. Alors Peter Senge, dans la minute citation, nous cite que les gens n'offrent pas de résistance au changement, mais à être changés. Alors Senge, qui est professeur en management et auteur de nombreux livres populaires, souligne que les individus ne s'opposent pas au changement lorsqu'ils y participent activement ou lorsqu'ils le comprennent et l'acceptent. Cependant, ils résistent lorsqu'ils sentent qu'ils sont passivement soumis à des changements dictés par d'autres. Et donc, cette citation invite à réfléchir sur la manière de gérer le changement dans les organisations en encourageant une approche plus collaborative et respectueuse de l'autonomie des individus. Et donc, en effet, si on fait un petit aperçu de ce que veut nous dire Senge, eh bien, les gens n'offrent généralement pas de résistance à leurs propres idées, mais aux idées des autres. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que vous ne pouvez pas changer les gens, ils sont les seuls à pouvoir le faire. Mais qu'également que le changement prend toujours plus de temps et coûte plus cher que prévu. De la même manière que l'implication des parties prenantes est essentielle, et que les personnes qui participent aux décisions sur quoi et comment changer sont beaucoup plus susceptibles d'accepter le changement. Effectivement, il faut comprendre que l'organisation qui décide de stagner et de ne pas s'améliorer, eh bien, elle va cumuler de la dette culturelle. Rappelez-vous, cette dette-là, elle est très compliquée à l'effacer. Plus, imaginons que vous mettez 1 an ou 2 ans à prendre une avis pour vouloir changer, s'améliorer, eh bien, il faut savoir que le concurrent qui est à côté, lui, va s'améliorer, a fortiori. Et donc, par conséquent, vous allez prendre énormément de temps pour faire cette transformation organisationnelle qui parfois peut prendre 8 ans. Et donc, pendant ces 8 ans, vous devrez vivre avec une dette culturelle qui sera effacée au bout de ces 8 ans, à défaut ou à raison gardée de toujours s'améliorer continuellement. Et donc aussi qu'il faut impliquer les parties prenantes, comme dans les configurations adéocratiques ou organiques, qui impliquent leurs parties prenantes au niveau de la stratégie. C'est-à-dire qu'au niveau de la stratégie, avant de définir cette stratégie et de la déployer, ils vont impliquer les collaborateurs à savoir comment s'améliorer. Et donc, 3 modèles à connaître par cœur pour votre examen, c'est la courbe de diffusion des innovations de Rogers, la courbe de changement de Kubler-Ross et la gestion de conflits de Thomas Kilmann. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça sur les slides suivantes. Alors, en ce qui concerne la courbe de diffusion des innovations de Rogers, ce qui veut nous dire, c'est que l'adoption signifie qu'une personne fait quelque chose différemment qu'auparavant. En effet, il faut savoir que dans une organisation, on n'est pas tous au même niveau, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnalités. Et pour ceux qui ont fait le MBTI, vous savez qu'il y a des personnes qui sont ouvertes au changement plus facilement à l'innovation et d'autres qui sont résistants au changement, ce qu'on appelle les gardiens du changement. Donc, en effet, il y a des gardiens du changement au sein des personnes avec qui on travaille, des collègues qui sont très pragmatiques, qui se méfient de nature, qui sont pas confiants, qui voilà, sont conservateurs, ils ne veulent pas changer, ils veulent rester toujours dans le retranchement. Et quand il y a une nouvelle stratégie qui se déploie, eh bien, ils font comme si que rien n'était. Alors que dans le contraire, vous pourrez, par exemple, avoir un autre collègue qui, lui, est ouvert au changement. Il voit cette stratégie comme une manière de s'améliorer. Donc, vous allez avoir les innovateurs qui représentent 2,5% et les primo-adoptants qui, eux, sont les personnes les plus enclins à accepter rapidement la nouvelle stratégie, les nouvelles idées ou la technologie. Et donc, à partir d'ici, il y a assez de monde, c'est ce que nous dit Rogers, il y a assez de monde pour que les deux autres groupes, les autres types de collègues, par exemple la majorité précoce ou la majorité tardive, qui eux, ils ont dit, bon, nous, on va attendre, on va voir ce qui va se passer, on va voir combien de personnes vont adhérer, on va voir en quoi cette stratégie est intéressante à partir d'un prototype qu'on aura vu. Et si on voit que c'est bien que les gens y adhèrent, bah, finalement, nous aussi, on va y adhérer. Donc, c'est la majorité précoce et la majorité tardive qui vont suivre. Donc ensuite, les conservateurs n'auront plus le choix que de suivre parce que la majorité des salariés auront, été, auront fédéré été fédérés à cette nouvelle stratégie. Également, c'est le deuxième modèle qui est très intéressant, qui est la courbe de changement de Kubler-Ross. Lui, c'est une courbe qui est dynamique.
C'est-à-dire qu'en fait, dès que, par exemple, une entreprise va vous dire qu'on va définir une nouvelle stratégie avec une nouvelle manière de faire, eh bien, imaginons que vous êtes dans l'entreprise depuis 30 ans, bah, la première chose, ça sera que il y aura un choc. Surtout si vous êtes conservateur, bah, il y aura un choc. Vous serez surpris, vous serez choqué, ça va impacter vos habitudes, mais après vous vous dites: «Bon, moi, je fais comme si que de rien n'était, je vis comme le jour, je vis comme d'habitude, comme auparavant, comme si le changement n'avait pas eu lieu». Mais après, vous allez voir que beaucoup de monde vont y adhérer, que malgré tout, vous voyez que l'entreprise est entêtée pour mettre sa stratégie et là, vous allez être frustré parce que vous allez voir qu'il y a un changement inévitable qui va se mettre en marche et donc vous allez être en colère et donc vous allez être dans un sentiment de frustration qui va vous amener à la dépression parce que si vous continuez, par exemple, à ne pas vouloir accepter le changement, eh bien, ça va vous amener à une dépression et donc vous allez être démoralisé, une perte d'énergie. Ensuite, vous vous dites: «Bon, il y a beaucoup de monde qui ont essayé, j'ai vu des collègues avec qui j'ai confiance qui m'ont dit que c'était à peu près pas mal. Bon, je vais faire un premier pas pour voir à quoi ça ressemble». Donc vous allez être dans la phase de expérimentation. Vous allez essayer de voir en quoi cette nouvelle stratégie est intéressante. Après, vous allez dans la phase décision. C'est-à-dire que vous allez apprendre de la nouvelle manière de travailler. Vous allez vous dire: «Bon, je vais m'assimiler à cette nouvelle stratégie, je vais voir à quoi ça ressemble». Et après, naturellement, vous allez intégrer cette nouvelle façon de faire et donc après, vous allez créer de nouvelles habitudes et cette nouvelle routine. Et donc finalement, cette courbe est intéressante parce qu'elle explique à celui qui sera un change manager ou quelqu'un qui sera par exemple un chef de projet, comment il devra s'adapter à chaque, attitude de cette personne, selon où il se situe dans le temps. Donc par exemple, si la personne se trouve dans le déni, eh bien il faudra sensibiliser sa créativité. S'il est ici, eh bien il faudra maximiser la communication. S'il est en dépression, eh bien il faudra susciter la motivation. Expérimentation, eh bien c'est de développer sa capacité. Et la décision, c'est, par exemple, de partager la connaissance, de donner plus d'informations en quoi cette manière de faire sera mieux si tu fais de telle manière, de l'aider à être meilleur. Mais 2 choses qui est important, c'est que finalement, si cette personne qui est, on va dire, conservateur aurait été on l'aurait adhéré directement à définir cette nouvelle stratégie, peut-être qu'il aurait accepté plus facilement. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose que, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois ou 1 an à une personne de passer de l'état de choc à l'intégration. Et enfin, la gestion des conflits. En effet, quand il y a une nouvelle stratégie, vous savez qu'il y a des personnes qui vont essayer de chercher des compromis. Ils vont essayer un peu, du terme, désolé, mais un peu le gratter pour, avoir plus de choses parce que on va le changer ses habitudes. Donc il dit: «Moi, il me faut quand même quelque chose à titre de récompense parce que bon, ça fait 30 ans que je suis dans l'entreprise, j'ai toujours fait comme ça, ça mérite quand même une considération. J'espère gagner quelque chose». Et donc là, vous allez passer, dans le modèle de conflit de Thomas Kilmann, le TKI, hein, pour vous le mémoriser, qui lui explique que voilà, il y a, entre 2 parties prenantes, et bien voilà, il y a des résultats. Imaginons dans la partie rivalité, ben, une personne qui est assertif et que l'autre personne est non coopératif, eh bien, on est gagnant-perdant. Il faut imaginer par exemple que la première personne, c'est l'entreprise qui définit sa stratégie, que l'autre personne, c'est le salarié qui subit la stratégie. Et bien là, dans la rivalité, donc s'il est assertif, il sera gagnant dans cette situation-là et l'autre, il sera perdant. Mais c'est pas le but. Parce qu'en fait, parce qu'il y aura toujours une résistance au changement et donc il va adhérer euh, bon gré, mal gré. Alors que si on est dans une démarche de collaboration, c'est-à-dire que voilà, l'entreprise qui définit sa stratégie et la personne 2 qui lui subit cette stratégie, eh bien, ensemble, ils vont collaborer pour définir cette stratégie intéressante à mettre en œuvre. Et là, tout le monde va être gagnant-gagnant, parce qu'on est vraiment dans la coopération. Là, on voit qu'on est on est dans chercher un compromis, c'est-à-dire qu'on est assertif, partiellement, mais là, on est aussi partiellement coopératif. Bon, chacun gagne, chacun perd. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez au niveau stratégique, on dit on travaille plus sur MS Project, on va travailler sur Planisware. Bon, il y a, un service qui dit: «Mais ouais, attention, moi, j'ai vraiment besoin encore de ce logiciel parce que moi, j'ai vraiment besoin pour faire ça, c'est important parce que, pour un projet spécifique, on doit utiliser MS Project». On va lui dire: «Bon, on va te laisser MS Project exceptionnellement, mais tu vas essayer de travailler pour tes futurs projets sur Planisware». Vous voyez, on va chercher un compromis. On ne te désinstalle pas MS Project, on te laisse garder pour tes projets spécifiques, mais les autres projets, tu fais sur MS Project.
sur Planus Ware. Éviter. Donc là, on est dans non assertif, on est voilà, on veut pas faire compromis, on veut rien faire, on est entêté, mais également c'est la personne 2. Donc l'entreprise, oui, il est coûte que coûte, j'applique ma stratégie, soit on me suit, soit on ne me suit pas. La personne 2, c'est bon. Moi, c'est pareil. Moi, ça fait 30 ans que je suis ici. C'est pas des jeunes qui viennent d'arriver dans les postes de direction qui vont nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, c'est perdant-perdant. Tout le monde est perdant. Donc là, céder. Donc là, on est non assertif, mais là, on est coopératif. Eh bien, c'est perdant-gagnant. C'est-à-dire qu'au niveau stratégique, eh bien, on voit que voilà, on veut faire telle chose, on veut mettre une démarche qui va nous permettre de nous améliorer, mais que la personne 2, il s'avère que c'est un salarié, mais c'est aussi un représentant des syndicats, et bien là, il peut gagner. Donc là, ça peut être le contraire, ça peut faire que la stratégie ne voit pas le jour. Donc voilà un petit peu. Alors c'est un exemple, hein, bien sûr, un exemple pour vous expliquer un peu représentativement comment ça se passe dans une organisation. Mais le plus important, c'est de collaborer. C'est ça la relation, c'est la relation win-win. Chacun a gagné, tout le monde gagne parce qu'en effet, on a impliqué les personnes, on a impliqué toutes les parties prenantes, les syndicats, on a impliqué toute personne, les managers, niveau opérationnel, niveau tactique, à la stratégie, donc tout le monde est gagnant. Donc, trois modèles à connaître par cœur pour votre examen. Encore une fois, la courbe de diffusion des innovations de Rogers, qui explique comment une innovation est adaptée par différents groupes au fil du temps. La courbe de changement de Kübler-Ross, hein, donc qui décrit les étapes émotionnelles comme on l'a vu précédemment, traversées en réponse au changement. Et enfin, la gestion des conflits hein, de Thomas Kilmann, le TKI, qui représente les 5 stratégies pour gérer les conflits. J'espère que cette section vous a satisfait et que c'est plus clair. Je vous propose de nous retrouver prochainement pour la prochaine section. Et je vous dis à très bientôt